messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir et merci de votre fidélité à la télévision nationale. Au mois d'août de chaque année, l'Afrique célèbre la journée africaine de la décentralisation et du développement. Comme le thème de cette année est de lutter contre la corruption au niveau local et la gouvernance locale, à tout pour une transformation durable de l'Afrique, de ses territoires. Nous avons préparé pour vous, chers téléspectateurs, un débat à travers lequel nous allons parler beaucoup de choses en rapport avec l'état des lieux de la décentralisation dans notre pays, les avantages de la décentralisation et les défis de la décentralisation comme la corruption. Sans trop tarder, je passe d'abord à la présentation de nos invités. À ma droite, nous sommes ensemble avec Nkurunziza Fifi, directrice de la décentralisation et de la gestion de la performance des communes au ministère de la décentralisation et de la réforme institutionnelle. Bonsoir madame et bienvenue. Bonsoir, merci et je salue tous les spectateurs. Merci aussi. À ma gauche, on y trouve Terence Bonawoucha, directeur général de la formation patriotique au ministère de l'Intérieur et de la formation patriotique et du développement local. Bienvenue messieurs et bonsoir. Merci madame, bonsoir. Nous sommes aussi ensemble avec Ferdinand Simbananiye, administrateur de la commune Nyabirawa. Bienvenue messieurs et bonsoir. Merci madame, bonsoir. Honorable Martin Niteletse, président de l'association burundaise des élus locaux à Bello. Bonsoir messieurs et bienvenue. Merci madame, et je salue également tous les téléspectateurs, tous qui nous suivent au cours de cette émission. Merci. Je m'adresse d'abord alors à la directrice de la décentralisation et de la gestion de la performance des communes, madame Fifi. D'abord, je veux savoir en quoi consiste la décentralisation et quels sont les avantages de la décentralisation. Merci beaucoup. En quoi consiste la décentralisation? D'abord, la décentralisation est une politique qui a été adoptée par la République du Burundi et qui se trouve tracée dans beaucoup de documents qui réglementent toute la vie des citoyens au Burundi. La décentralisation, d'abord, consiste en un transfert de capacités, transfert de moyens, transfert de ressources humaines aussi, du niveau national et au niveau du niveau local pour que la population puisse s'atteler au développement et pour que les services publics soient de qualité. Et quelle est sa finalité enfin? La finalité de la décentralisation, comme vous l'avez déjà senti, c'est le développement local, c'est le développement des communautés qui consiste en la mobilisation des ressources, les ressources endogènes et exogènes, les ressources naturelles, économiques, politiques, sociales, pour justement développer la vie de la population. Et voilà, c'est la définition de cette décentralisation qu'on est en train de vivre en Afrique, mais aussi au Burundi. Alors, quel est l'état des lieux de la décentralisation dans notre pays? On parlait déjà de la décentralisation au Burundi depuis les années 2005, je crois. Avec les années 2005, après donc les fameux accords d'Arusha, où il y a eu beaucoup de réformes au niveau de la politique au Burundi. Cette décentralisation vient avec la Constitution de 2005. Elle a été renforcée au niveau de la loi communale. Et à partir de là, on a organisé les élections au niveau local. La population a élu donc ses représentants et ça a évolué jusqu'en 2009 où le gouvernement a pensé à développer, à traduire cette politique dans un document qui a été intitulé Document de politique nationale de décentralisation pour retracer quels sont les axes sur lesquels cette politique de décentralisation devrait se baser. Alors, je dirais que on a évolué. C'est une politique qui vient juste de démarrer avec 2005 et on est en 2018. Les avancées sont remarquables. Il y a sur le plan juridique, par exemple,
On a déjà on a déjà une importante loi, une très importante loi sur le transfert de compétences qui retrace donc le chemin vers une décentralisation effective. Cette loi a été votée en 2015 et maintenant on est en train de préparer ces textes d'application et ça va nous conduire à la décentralisation effective. Et maintenant sur le cadre institutionnel, toutes les institutions sont là et depuis la colline jusqu'au niveau national parce que tout ce monde-là est impliqué dans le processus de décentralisation. Et au niveau renforcement de capacité aussi, on est en train d'avancer parce que les communes, certes, ont commencé avec des difficultés au début dans la gestion des affaires locales, comme dans la collecte, la mobilisation des ressources financières, mais maintenant, on est en train d'avancer. Il y a des formations, des renforcements de capacités qui sont organisés, soit des partenaires au développement, soit des partenaires de la décentralisation, soit par le gouvernement lui-même. Et au niveau du développement local, qui est la finalité même de cette politique de décentralisation, vous voyez, la population, elle est très responsabilisée. D'abord, c'est elle-même qui pense comment elle va orienter son développement, bien sûr, suivant le cadre qui a été tracé par le niveau national. Je m'adresse à M. Terrance. Je crois que lui aussi assiste à la décentralisation en tant que directeur général de la formation patriotique au ministère de l'Intérieur. M. Terrance, est-ce que pourriez-nous dégager des avantages de la décentralisation au niveau africain ou en particulier au Burundi? Oui, pour le cas de la décentralisation au Burundi, il y a quand même des avancées. Madame a parlé déjà qu'on est en décentralisation depuis 2005. Or, la décentralisation, c'est qu'on ait des raisons d'exister, notamment les raisons d'ordre constitutionnel. Donc, la décentralisation au Burundi trouve sa légitimité avec la Constitution de 2005, laquelle Constitution est inspirée largement de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. Elle est venue justement pour corriger certaines tares du passé dans la gestion du pays. Prenons par exemple sur le plan politique, la décentralisation a amené des avancées comme quand nous avons des institutions élues par la population de la base au sommet. Même sur le plan administratif, maintenant la gestion des ressources humaines et communales s'opère selon une réglementation bien connue, si bien que maintenant on enregistre peu de plaintes parce que ces plaintes sont régulées par le conseil communal. Et sur le plan économique, elle a parlé du transfert de 500 millions par commune, ce qui est une très très bonne chose, mais aussi sur le plan économique, on ne manquerait pas de parler de l'autonomie de gestion des communes, sauf celle de la mairie de Bujumbura, et aussi la contribution de la population aux travaux de développement communautaire. Les œuvres, les infrastructures sont là. Nous disons qu'il y a de quoi être fier. Depuis 2005, le Burundi a mis en italique un développement centré sur le citoyen. Est-ce qu'on peut dire que ça a une relation avec cette décentralisation-là? Oui, parce que cela se met dans ce qu'on appelle l'amélioration de la qualité des services publics locaux. C'est-à-dire que le citoyen maintenant, et les services publics locaux lui sont rapprochés de par l'organisation communale et l'organisation collinaire et zonale, si bien que on peut dire avec satisfaction, par exemple, pour le cas de l'état civil. C'est un domaine qui est vraiment très proche de la population. Pour le cas de la gestion des questions de l'enseignement, maintenant avec la mise sur pied des directions communales et de l'enseignement, on voit que ce secteur est amélioré et vous y allez avec la santé, vous y allez avec l'agriculture, l'environnement. En fait, maintenant, tous les domaines sont rapprochés de la population. Je pense que et celui qui représente la Bello et l'administrateur communal qui vit cette expérience sur le terrain, ils pourront être nos témoins. Merci. Monsieur Ferdinand, le thème de cette année, de cette journée de la décentralisation dans le développement, a tourné autour de la lutte contre la corruption. Je crois que vous avez déjà attrapé une personne ou une autre qui est corrompue. Ah oui. C'est un cas que je voulais donner, qui est arrivé dans notre commune où c'est de la justice.
dans la justice, c'était en 2016, où on a remarqué qu'il y avait deux personnes. L'un avait demandé de l'argent à son ami. Il avait prêté 5 millions. Avec cette somme, il lui avait exigé de lui donner un intérêt de 500 000 par mois. Ils se sont convenus que s'il ne parvient pas à payer cette somme, il va lui donner une parcelle, sa parcelle. Et sa parcelle, dans la parcelle, il y avait une fondation. Fondation en étage. Le demandeur du crédit n'a pas pu honorer ses engagements. Mais par l'après, la dette est montée jusqu'à 30 millions qu'il devait lui donner comme intérêt. Alors, le créancier voulait prendre donc la parcelle, voulait prendre aussi la fondation là-bas. C'est alors à ce moment où l'affaire est montée jusqu'à moi, parce que la personne n'était pas capable de payer ses dettes. Et aussi, il ne voulait pas donner sa maison ou sa parcelle, et sa parcelle. Alors, ce qui m'a fort étonné, j'ai trouvé que sur cette convention qu'ils avaient faite, il y avait des témoins. Donc, les témoins étaient les juges du tribunal de résidence. Et j'ai trouvé qu'ils avaient même mis le sceau du tribunal. Donc, c'est ce que nous pouvons appeler comme Banque Lambert. C'était vraiment horrible. On s'est rendu compte que ces juges-là étaient corrompus par la personne qui voulait gagner beaucoup, gagner sur son ami. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On les a traduits en justice. Ils ont été suspendus durant 2 mois. Et après la suspension, ils ont regagné le service, mais ils ont aussi reçu une mutation disciplinaire. Est-ce que vous voyez que la décentralisation va continuer à être exécutée facilement avec la corruption, ou bien qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, je dirais que les principes de la décentralisation sont mis en exécution parce que, comme les autres l'ont déjà cité, la commune est maintenant dotée de ressources humaines. Comme l'exemple que je viens de donner, vous entendez que j'ai pu intervenir. J'ai pu intervenir pour que la situation puisse revenir à la normale. C'est un signe qui montre que la décentralisation est effective et qu'elle a donné des fruits positifs. Aussi, si j'essaie de m'expliquer, au niveau économique, la commune actuellement est dotée de l'autonomie de gestion. Ça nous facilite dans les activités de tous les jours. Ça nous facilite à suivre la population de près. Ça nous facilite à développer nos populations. Martin, le président de Abello, vous êtes parmi les élus locaux. Quel est le rôle dans la mise en exécution de la décentralisation? Au niveau de l'élu local, qu'est-ce qu'il fait? Donc, nous avons le staff des membres du conseil communal. C'est le conseil communal qui dirige, qui gère les intérêts locaux de la commune. Et si je parle des membres du conseil communal, y compris également l'administrateur communal, ça c'est au niveau communal. Et si on descend un tout petit peu au niveau collinaire, nous avons l'équipe des dirigeants collinaires, donc les 5 élus collinaires, qui sont parmi eux, il y a le chef de colline et 5 qu'on appelle conseillers, non de 4 conseillers. Ce sont eux qui gèrent les intérêts de la colline. Le ministère de la décentralisation affirme que les ressources destinées à l'amélioration des conditions de vie de la population
sont détournés ou bien sont mal utilisés par différentes autorités locales. Est-ce que vous avez déjà assisté à ce phénomène? Mais il y a des cas. C'est une perversion, la corruption c'est une perversion. Je ne dis pas que c'est un principe. Non, ce sont des cas marginaux. Peut-être qu'ici et là, on peut épingler l'un ou l'autre qui aurait trempé ses mains dans la corruption. Mais ce n'est pas généralisé. Pourquoi? Si vous allez dans les communes, vous trouvez les œuvres qui ont été construites à partir de ces fonds transférés de l'administration centrale aux communes. Mais cela étant, ça ne nous empêche pas de constater que des illégalités existent. Ce n'est pas fréquent. Parce qu'avant 2015, on avait des appuis budgétaires. Pour fonctionner, pour l'État, pour qu'il puisse fonctionner, il y avait un appui budgétaire supérieur à 50%. Alors, depuis 2015, on a marché avec les fonds propres. Si la corruption avait continué à gangréner le système étatique, on n'aurait pas existé jusqu'à présent. Pourquoi il y a eu une perte directe de 50% du budget de l'État qui provenait de l'extérieur. Maintenant, c'est la population burundaise qui contribue au fonctionnement des institutions étatiques. S'il y a corruption qui est généralisée, ça serait fini. Mais les cas de perversion existent, mais on doit admettre quand même qu'on a eu des améliorations. Alors, quelles sont les stratégies de diminution de ce fléau de corruption qu'il faut encourager? Ce degré où ces mécanismes sont bel et bien traduits au niveau de la Constitution et même au niveau de la loi communale. Et c'est justement au niveau de la redevabilité que la corruption se trouve, je dirais, freinée, parce que, prenons par exemple pour le cas des conseils de colline. Une fois les 3 mois, ils doivent organiser des réunions où on doit rendre compte à la population de la colline ou du quartier l'état de l'administration, l'état de la gestion sur le plan politique, administratif, social, culturel, économique, etc. Et à ce moment-là, la population a le droit de poser des questions. Tous les 6 mois, l'administrateur communal, le conseil communal doit réunir la population. Je pense que ça se trouve dans l'article 15 de la loi communale, où on doit rendre compte à la population de la commune. Et il y a aussi, on a parlé aussi des comités communaux de développement communautaire. Eux aussi doivent rendre compte de la situation du développement, de l'état de développement dans la commune. Je pense que ce sont des mécanismes qui sont là pour essayer de juguler la corruption. Maintenant, avec la fête communale qui est célébrée tous les premiers samedis du mois d'août, là aussi c'est l'occasion pour que les élus rendent compte à la population, pour qu'on puisse aussi tracer des perspectives d'avenir. Nous disons là que ce sont des mécanismes constitutionnels qui sont là et que les élus locaux essaient de suivre parce que maintenant, par exemple, nous sommes en 2018. On est vers la fin d'un mandat. C'est-à-dire que les élus locaux doivent tout faire pour garder leur électorat parce que avec les élections, les sanctions continuent. Voilà. Alors, on peut dire que la stratégie d'opprimer ou bien d'évaluer les communes est l'une des stratégies d'éradication de ce fléau de corruption. Oui, justement parce qu'au niveau du ministère de la décentralisation, chaque année, ils font l'évaluation de la performance des communes avec des critères bien connus. Je pense qu'à un moment donné, on avait commencé avec 8 critères, après c'était 20 critères, après 50 critères. Maintenant, on en est à 70 critères. Et quand ils vont évaluer, ils font l'effet de surprise. Ils évaluent, par exemple, parmi les 50 critères, 80 critères établis, ils disent maintenant l'évaluation va porter sur, et cela est dit moins d'une semaine avant sur 20 critères. Et une équipe d'évaluateurs va sur terrain et ils donnent des points.
C'est là même où je peux revenir sur ce que l'honorable Martin a dit sur la valorisation, je dirais, des efforts de la population. Une idée de changer cette manière aussi d'évaluation. Non, je vais faire la 4e édition, on va faire la 4e édition du manuel d'évaluation pour justement mettre ce critère en rapport avec la valorisation des efforts de la population. Et comme ça, on verra si telle commune, comment elle a été, combien elle est performante par rapport à ces efforts aussi de la population. On fera un critère sur ça pour justement que cette évaluation porte aussi sur les efforts de la population. Alors, parmi les critères qui ont fait l'objet de l'évaluation 2017, parce qu'on évalue une année avant, nous avons évalué l'année 2017 et 2018 sera évalué l'année prochaine. Il y avait un critère qui concerne la corruption, qui est dans le manuel. Donc, c'est l'existence des comités locaux de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Monsieur Ferdinand, administrateur de la commune Nyabiraba, je crois que l'année prochaine, vous serez primé. Si Dieu le veut ou bien, vous le voyez. De toute façon, j'essaie de mettre des efforts. Même actuellement, je ne suis pas loin parce que j'ai eu 84,61%. Oh, bravo. D'accord. En fait, je veux que vous parliez des stratégies d'éradiquer la corruption pour que la corruption s'efface complètement dans notre pays. Merci. Je crois que les mécanismes ou les stratégies à mettre en œuvre pour lutter complètement contre la corruption dans notre pays, d'abord, il faut la sensibilisation. La sensibilisation pour que tout le monde puisse connaître que la corruption est mauvaise, qu'on ne peut pas avancer avec la corruption, qu'une personne corrompue fait beaucoup de mal. Ces comités doivent travailler, être à l'œuvre, et ces comités aussi ne doivent pas être des comités communaux seulement, il faut aussi qu'il y ait des comités collinaires pour pouvoir juguler à tout niveau cette corruption. En plus de cela, nous devons aussi punir les contrevenants. Et nous le faisons, c'est ce que nous faisons dans nos communes. Donc, il faut renforcer les mécanismes déjà existants. Oui. Le président de la BELO, quelle est votre proposition en rapport avec la lutte contre la corruption, les mécanismes qu'il faut renforcer pour lutter contre la corruption? Alors, les mécanismes ou les stratégies, d'abord, il faut respecter la loi. Et oui, il faut inculquer dans la culture des autorités et de la population le respect de la loi. Pourquoi? Parce que tout ce qui ça donne à la corruption, c'est une norme. Je parle alors de la loi communale. La loi communale décrit bel et bien comment les opérations, les activités communales se réalisent. Donc il faut qu'il y ait la participation citoyenne. La participation citoyenne, je parle au niveau de la budgétisation des activités, la programmation. Il faut que la population adhère à tout ce que la commune veut réaliser. Il y a la transparence. L'autorité communale ou l'autorité collinaire doit être transparente dans toutes ses actions. Il faut la rigueur dans la gestion de la chose publique. Il faut la rigueur, surtout la discipline budgétaire. Il ne faut pas dépasser les rubriques gratuitement comme ça. Il faut valoriser les comités locaux de la bonne gouvernance et de lutter contre la corruption et les donner, les rappeler leurs tâches qui travaillent au quotidien. En fait, sanctionner sévèrement, sans hésitation, tout ce qui trempe dans la corruption ou les infractions. Il faut sanctionner sévèrement. Terence a aussi une chose à ajouter par rapport à l'éradication de la corruption. Oui, au niveau toujours de la loi communale, il y a un autre service de contrôle que l'honorable n'a pas mentionné. C'est qu'au sein du conseil communal, il y a une commission chargée des questions des finances et de l'économie et du développement. Et donc, vous voyez que ce sont ces élus locaux qui doivent maintenant vérifier la régularité, je dirais, des comptes communaux et au niveau même de la fiscalité, comment les impôts et taxes sont collectés. Cette commission, au sein du conseil communal, elle est très importante
et il aide beaucoup pour juguler les cas éventuels de corruption constatés dans la gestion de la commune. Parmi les services, je dirais, épinglés comme corrompus au sein de la commune, c'est l'état civil. Parce que l'état civil, donc pour avoir certains documents, et les gens, on dirait qu'ils doivent se faire graisser la patte. Et donc l'extrait d'acte de naissance, l'inscription au mariage, à un moment donné, ça devient une tracasserie. Évidemment, pour les extraits d'acte de décès, il n'y a pas beaucoup de cas parce que jusqu'à présent, la population n'est pas encore sensibilisée pour avoir l'extrait d'acte de décès, sauf pour les gens qui ont un intérêt. Vous voyez, dans cet intervalle, il y a quand même des choses là assez louches qui se passent. Donc le service de l'état civil se retrouve au niveau de la gestion communale parmi les services corrompus. Au niveau de la gestion des finances, avec le manuel des procédures administratives et financières des communes et je dirais les ateliers de formation, de renforcement des capacités qui ont été organisés, nous pensons que la chaîne a été un peu brisée. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire, Madame Fifi, pour éradiquer ce phénomène de la corruption? Cette année, Excellence, Monsieur le Président de la République a toujours insisté sur les décisions prises par l'administration communale. Face à ces cas de fraude, de tricherie ou de comportement de corruption qui sont remarqués ici et là, si dès la première vue, il y a une décision sévère qui est prise par l'autorité compétente, je suis sûre que ça va disparaître. Et autre chose, c'est un travail qui doit continuer, la sensibilisation du jour au jour. Autre chose a été dit, il s'agit de ce respect de la loi et de faire travailler les comités qui sont là. Et voilà, et avec la conjugaison de tous ces mécanismes-là, je crois qu'on pourra éradiquer ce fléau de corruption au niveau du service public local, justement pour avancer. Comment est-ce que nous, on va célébrer cette journée africaine de décentralisation et de développement local au Burundi? Nous avons organisé toute une série d'activités. Le samedi 18 août, c'est là où nous allons célébrer cette journée en commune de Rutegama, en province de Muravia. Il faut être à la commune parce que c'est la décentralisation, c'est le développement local. Et là, on va débuter nos activités par les travaux communautaires. Et parmi d'autres activités, il y aura ces témoignages-là des comités locaux de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption au niveau de la commune Rutegama. Ils vont nous parler de leur expérience, comment ils fonctionnent, et on verra si ce sont des gens à primer ou à encourager. Et il y aura aussi des témoignages qui seront faits par la population bénéficiaire du service public local pour dire voilà, nous on est traités comme ça. Et avec ces témoignages-là, on verra comment... donc, c'est toute une communication qui sera en train de passer. Je profite de l'occasion pour inviter tout le monde de se joindre à nous, à Rutegama. Et c'est tout près de Bujumbura, c'est à quelques kilomètres. Donc, soyez avec nous. Merci. Voilà, mesdames et messieurs téléspectateurs, c'est ici que prend fin notre débat. Nous étions ensemble avec Fifi Nkurunziza, elle est la directrice de la décentralisation et de la gestion de la performance des communes au ministère de la décentralisation et de la réforme institutionnelle. Merci Madame Fifi d'être avec nous. Oui, merci, je répondrai positivement et je suis pour une décentralisation effective. On a commencé à construire notre pays par le toit. Il faut maintenant qu'on construise les fondations, que sont les communes. Merci. Terence Mbonawucha, directeur général de la formation patriotique au ministère de l'Intérieur, de la formation patriotique et du développement local. Merci messieurs d'être avec nous. Je vous remercie. Merci. Nous étions aussi ensemble avec Ferdinand Simbana Nié, administrateur de la commune Nyawirawa. Merci aussi, monsieur Ferdinand, d'être avec nous et bienvenue encore une autre fois à la prochaine. Merci beaucoup, madame. Nous étions aussi ensemble avec honorable Martin Niteletse, président de l'association burundaise des élus locaux. Merci, messieurs, d'être avec nous et bienvenue même à la prochaine fois. Plutôt moi qui vous remercie.